Bonjour Jean-Pierre Aubin. Bonjour Patrick Cohen. Ancien inspecteur de l'éducation nationale, vous signez un livre à la fois très documenté et très personnel. Comment on a laissé l'islamisme pénétrer l'école? Car vous faites partie de cette histoire, Jean-Pierre Aubin. Vous êtes l'auteur du fameux rapport Aubin, remis au ministre de l'Éducation François Fillon en 2004. Rapport enterré, camouflé, avant de ressurgir en janvier 2015, après les attentats contre Charlie et l'Hypercacher. Vous étiez celui qui, le premier, avait lancé l'alerte sur la montée d'un intégrisme identitaire et obscurantiste dans les établissements scolaires. La situation a empiré depuis, écrivez-vous, en citant des chiffres, des signalements et de nombreux exemples. On va y revenir, mais on ne vous connaissait pas. C'est important de savoir qui parle. Et vous vous livrez dans ce dernier livre en racontant votre engagement de gauche et républicain, votre détestation du fascisme et de tous les fanatismes, et votre séjour en Algérie, 3 ans, à la fin des années 60. C'est là que vous découvrez l'islam. Pourquoi parlez-vous d'une expérience fondatrice ? Eh bien parce que c'est quand même, quand on a 23 ans, une sacrée expérience que d'arriver dans un pays qui vient d'être ravagé par une guerre qui a fait, selon les historiens, de 300 000 à 1 million de morts, et d'être aussi bien accueilli en tant que Français. Donc c'est une hospitalité à laquelle nous ne nous attendions pas, qui nous a beaucoup touchés évidemment, et c'est cette face éclairée de l'islam et de la civilisation musulmane que nous avons commencé à découvrir avant d'en découvrir des aspects plus sombres dont je parle aussi. Ne pas confondre islam et islamisme, répétez-vous, mais ne pas dire que l'islamisme n'a rien à voir avec l'islam. Oui. Effectivement, l'islamisme n'est pas une religion, c'est une idéologie et un projet politique. Et c'est à ce titre que je les combats. Je les combats politiquement. J'évite de parler d'islam politique. L'islam est divers. L'islamisme n'est qu'une utilisation de la religion au profit d'objectifs qui sont strictement politiques. Vos convictions de gauche et républicaine méritent d'être soulignées parce qu'on comprend en vous lisant votre votre horreur tout court de l'extrême droite xénophobe qui a récupéré une partie de vos constats ou de vos conclusions. Je ne sais pas s'ils sont récupérables, j'espère que non, mais... Si, ça a été récupéré. Ça a été récupéré, oui, le rapport que nous avons remis avec mes collègues inspecteurs généraux en 2004 a été récupéré par beaucoup de monde d'ailleurs. Il suffit d'en prendre quelques extraits sortis de leur contexte et de les utiliser au profit d'une orientation politique, d'un combat particulier. Donc l'extrême droite, je pense à De Villiers par exemple, dans les mosquées de Roissy, qui l'a copieusement utilisé avec les ciseaux qui permettent de découper les morceaux qui l'avantagent. Oui, mais c'est intéressant de connaître votre positionnement. Votre récit commence bien avant 2004, en 96, quand le principal d'un collège de Lyon vous dit « Monsieur l'inspecteur général, je dois vous dire que mes 2 derniers élèves juifs ont quitté mon établissement cette semaine. » Oui, et il en avait quelques dizaines des élèves juifs, cet homme, puisqu'il était principal du collège Longchambon, qui est un gros collège du quartier des États-Unis à Lyon, qui a été construit, quartier d'habitat populaire, qui a été construit pour accueillir notamment les rapatriés d'Algérie, parmi lesquels il y avait évidemment de nombreux juifs. Et ces élèves juifs qui avaient été l'objet de violences verbales et physiques récurrentes de la part d'autres élèves d'origine maghrébine avaient quitté le collège petit à petit, malgré son action résolue. Lui-même étant juif, il avait tout fait pour essayer de les protéger, mais il avait réussi d'ailleurs à l'intérieur du collège. Il n'y avait plus d'agression, mais il continuait d'être agressé sur le chemin de l'école. Et donc, ils avaient été exfiltrés d'une manière extrêmement discrète par l'inspection de l'académie pour être recasés dans des établissements dits protégés du centre-ville, où certains, pas mal, avaient trouvé refuge dans l'enseignement catholique. C'est un phénomène qui s'est étendu depuis. En tout cas, cette expérience-là vous a conduit en 2003 à proposer au ministre, c'était Luc Ferry, une enquête sur l'intégrisme religieux à l'école. On est en plein débat sur le voile, mais vous avez l'intuition que le voile et l'arbre qui cache la forêt, écrivez-vous. Oui, effectivement, nous avions cette intuition que les atteintes à la laïcité ne se résumaient pas
à quelques dizaines de collégiennes ou de lycéennes qui arrivaient voilées et qui voulaient conserver le voile en rentrant dans l'établissement, mais que ça prenait bien d'autres aspects. D'ailleurs, il y avait un livre qui était paru 2 ans plus tôt, Les territoires perdus de la République, qui alertait sur ce qui se passait dans les classes, et notamment en termes d'atteinte à l'enseignement, de contestation de certains enseignements. Et donc, pour ce rapport, vous parcourez le pays avec, je crois, 24 inspecteurs. Non, 9 autres. 9 autres, nous étions que 10. Ah bon, c'est 24 départements. Voilà, c'est 24 départements et 10 inspecteurs. Et 10 inspecteurs, et avec des épisodes, vous en rapportez quelques-uns dans ce livre. Vous avez par exemple gardé en mémoire votre visite dans un collège de Marseille où la laïcité n'est plus qu'un souvenir. On est en 2003-2004, hein, oui. Où un jeune enseignant d'histoire en est réduit pour calmer les contestataires à faire cours avec le Coran sur son bureau. Oui, il a trouvé cette idée géniale, hein, c'est-à-dire que comme il était sans arrêt l'objet de contestations de la part d'élèves qui allaient par ailleurs à l'école coranique et qui, disait-il, plutôt ses bons élèves et qui contestaient sans arrêt certaines parties du cours parce que le Coran disait ceci, cela, il voulait en avoir le cœur net, donc il avait acheté l'édition bilingue du Coran, et les élèves, eux, connaissaient la version arabe, lui avait en face la version française, et il pouvait dire non, c'est pas tout à fait ça, etc. Vous voyez ? Et il trouvait ça, il m'en avait parlé comme une bonne solution pour calmer les esprits. Votre enquête est bouclée en 2004, le ministre a changé, c'est François Fillon, qui par 3 fois invoque des raisons d'opportunité pour ne pas publier votre rapport. Oui. C'est exact, mais des bonnes et des mauvaises raisons d'ailleurs. Alors, il y avait une prise d'otage en cours. Il y avait la prise d'otage, oui. Il y avait le débat sur le voile, et puis après, c'était, voilà, on ne communique que sur ma future loi, que sur le projet de loi. Et donc, il n'était pas question, mais on voyait bien que tout ceci résumait une attitude craintive, hein, pusillanime, et qu'il n'avait pas envie de, notamment pour des questions de carrière, de sortir une affaire qui ne pouvait pas vraiment le servir parce que complexe. Le déni, la pusillanimité, comme vous dites, l'ont emporté pendant toutes ces années. Et vous allez nous dire, Jean-Pierre Aubin, quelle est la situation actuelle dans un an. Avec notre invité Jean-Pierre Aubin, ancien inspecteur de l'éducation nationale, auteur du rapport Aubin sur les signes et manifestations d'appartenance religieuse dans les établissements scolaires, et auteur aujourd'hui de Comment on a laissé l'islamisme pénétrer l'école aux éditions Hermann. Vous décrivez, Jean-Pierre Aubin, des atteintes à la laïcité qui se multiplient, y compris à l'école primaire, y compris de la part des parents. La nourriture est une source permanente de conflits, la mixité est contestée, l'obscurantisme est parti à l'assaut des programmes. Vous donnez de nombreux exemples effarants, les demandes d'interdiction des 3 petits cochons, les certificats de complaisance pour allergie au chlore qui permettent aux jeunes filles de sécher les cours de natation. Et face à cela, des enseignants qui s'autocensurent et des chefs d'établissement soucieux avant tout de la paix scolaire. Vous pensez, Jean-Pierre Aubin, que les profs, les principaux, les proviseurs pourraient réagir autrement? Que leur manque-t-il pour affronter de telles situations? Alors, ils ont un message politique clair depuis que Jean-Michel Blanquer est au ministère. Donc, on ne fait plus semblant, dit-il. On ne fait pas semblant de ne pas voir. On ne fait pas semblant de ne pas voir, voilà. Mais ils ont en fait la consigne de ne plus rester aveugles devant ce qui se passe, mais de là à devenir courageux, vous voyez, il y a une marge. Ce qui manque, c'est la prise de risque, c'est le courage. À tous les échelons de la hiérarchie, on est, je dirais, culturellement timoré face aux problèmes religieux, en général, aux problèmes difficiles. Bon, la culture du secret est quelque chose qui est un peu consubstantiel à notre institution. Le surtout pas de vague, vous savez, c'est ce hashtag qui a pas été de vague, pas d'histoire. Voilà, qui a été celui de groupes d'enseignants pour stigmatiser ou dénoncer leur chef d'établissement qui ne les soutenait pas face à la violence des élèves, par exemple. Donc, l'islamisme est un sujet parmi d'autres où on n'aime pas communiquer, où on n'aime pas prendre les problèmes à bras-le-corps et où on préfère
Bon, mettre la poussière sous le tapis. Ceci dit, tous les chefs d'établissement, tous les enseignants ne manquent pas de courage, c'est pas ce que je dis. Mais disons, à travers un certain nombre d'exemples, je montre bien comment ils ne sont pas incités à en avoir et récompensés lorsqu'ils en ont. Alors non, pas du tout. Vous racontez longuement, c'est un chapitre absolument édifiant à la fin de votre livre. Vous racontez l'histoire d'une femme proviseur que vous appelez Marie, qui voulait faire de son établissement dans une banlieue déshéritée un lycée d'excellence. Elle a d'abord réussi par le dialogue à faire retirer leur voile aux élèves musulmanes avant de se heurter à l'activisme de parents islamistes, et le recteur, ou du moins le rectorat ou son cabinet, lui a donné tort. Oui, il a désavoué, et ça a été pire que cela, puisque lors d'une réunion à l'inspection d'académie, en présence de cette militante proche des frères musulmans et déléguée de la Fédération des conseils de parents d'élèves, la FCPE, les deux représentants du recteur lui ont enjoint, je cite, de cesser toute relation avec les familles, puisqu'elle était en contact avec les mères de ses élèves et avait réussi à les convaincre, parce que les mères ont peur, évidemment, pour leurs enfants, lorsque leurs enfants, filles ou garçons, là il s'agissait de filles, sont victimes de cette idéologie et tombent sous la coupe d'un certain nombre de fanatiques. Elle raconte des mères en pleurs souvent dans son bureau. Oui, des mères en pleurs parce que elles ont personne d'autre à qui se confier devant ce qui se passe et l'évolution de leur fille, de leur grande fille. Donc, lorsque une proviseure se soucie d'elles et leur dit on va travailler ensemble pour qu'elles réussissent à l'école, qu'elles ne soient plus sous l'influence politique de groupes islamistes, de ces groupes, elles collaborent, elles sont plutôt dans la confiance. Elle avait réussi donc à instaurer une relation de confiance avec c'est pas l'ensemble des jeunes filles musulmanes du lycée, c'était une trentaine de jeunes filles qui étaient concernées, et les mères, l'action conjointe de cette proviseure et des mères avait réussi à ce qu'elles quittent leur tenue islamiste dans le lycée. Voilà. Et donc, c'était une victoire totale acquise en deux années de relations de confiance. Et là, patatras, à la suite d'une démarche de la FCPE, eh bien, la proviseure est enjointe de cesser toute relation avec les familles. Alors que ça fait partie de sa mission. Et ça va ensuite au-delà, puisqu'on va jusqu'à lui interdire d'organiser des cérémonies laïques et républicaines de remise de diplômes. Oui, mais attendez, on demande à cette déléguée des parents d'élèves islamistes de surveiller l'action de la proviseure et de signaler au rectorat des manquements à cette interdiction. Donc non seulement on la prive d'une de ses missions, mais on la met sous la surveillance des islamistes. C'est invraisemblable. Vous avez mis ce chapitre et peut-être d'autres sous le nez de Jean-Michel Blanquer, Jean-Pierre Robin. Oui, Jean-Michel Blanquer a lu le livre, oui. Et alors? Eh bien alors, il m'a demandé qu'était devenue cette femme. Et je lui ai répondu, sous le couvert du secret, donc des sources, car je tiens même vis-à-vis de lui à ne pas dévoiler qui est cette femme. Écoutez, la prochaine fois qu'on croisera Jean-Michel Blanquer, on lui parlera de ce livre, de sa lecture et des leçons qu'il en a tirées. Merci beaucoup Jean-Pierre Robin, c'est à lire Comment on a laissé l'islamisme pénétrer l'école aux éditions Hermann. Merci d'être venu en direct sur Europe 1. C'est moi qui vous remercie, Patrick Cohen. Europe Midi, Patrick Cohen. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, Christophe Lamar pour le 13h, puis La France bouge, Elisabeth Assayag, Emmanuel Dutheil. Bonne journée.